Bonjour, Et bonjour. j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce superbe endroit du Palais des Congrès à Paris. Donc nous, on est ravis d'échanger quelques expériences avec vous. Depuis ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, on a changé de ton. On parle énormément de morale. Ça va pas, les chiffres sont quand même pas terribles, alors que l'année dernière, on n'en parlait absolument pas. Donc là, franchement, c'est quelque chose qui a l'air d'inquiéter les grandes instances de l'immobilier. Alors, déjà, il y a juste quelque chose, je voudrais faire un petit sondage ici. Est-ce qu'il y a quelques agents dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever le bras? Des agents. Donc Cool. c'est bien, on est en majorité. Alors ça, c'est Très, vachement, très bonne c'est chose. une très bonne nouvelle parce qu'on se sent super à l'aise, parce qu'en fait, on va parler de la même chose. Parce que nous aussi, on est agents, donc on n'a absolument pas l'habitude de faire ce genre de présentation donc en public. Mais voilà, donc soyez indulgents avec nous et on vous a préparé en fait quelques exemples qui nous ont permis d'avancer en 2023. Ça va, Jerry? Tu es en Ça forme? va très très bien. Vas-y. Je te propose de te présenter Ouais. qui tu es. Alors, qui je suis juste rapidement, donc moi c'est Edouard Racine. Effectivement, avant j'étais je faisais tourner des usines, j'étais dans l'industrie textile. Donc j'ai fait comme ça pendant quand même pas mal d'années. Et donc j'avais une activité où j'étais à la direction export et j'avais une trentaine d'agents dans le monde entier. Donc ce qui était bien dans ce métier, c'est qu'il y avait beaucoup de créativité. On faisait beaucoup de création, c'était lié à la mode. Donc ça m'a permis de voyager beaucoup. Je faisais 80% de mes nuits dans des hôtels, ce qui fait peur d'ailleurs quand même au bout d'un moment. Mais ce que j'ai bien aimé dans cette activité, c'est que c'est très intense. Il y a vraiment une intensité. Donc moi j'avais des petits drapeaux sur la carte et je savais que chaque année je faisais le tour de tous ces petits drapeaux. C'était mes agents voilà, qui m'attendaient, en plus des salons, etc., notamment à Paris, etc. Donc c'est vraiment une grosse activité. Un jour j'ai démissionné alors que j'étais vraiment à l'aise et que tout se passait bien, que l'activité se passait bien, d'un métier passionnant, très intense, et je me suis assis un jour sur une chaise d'une agence immobilière classique, avec en général 3 ou 4 agents par agence. Et je me suis adapté. Alors évidemment, ça a été un peu rude. Et puis surtout, ce qui a été difficile, c'est de passer de l'industrie, où en fait le carnet et le ticket d'entrée étaient quand même compliqués. Hein. L'industrie, c'est lourd, c'est des investissements, c'est des usines, c'est beaucoup de personnes à faire travailler. Là, on se retrouve avec 3 ou 4 face à soi-même. Et puis surtout, on travaille avec le particulier. Donc c'est quand même pas exactement le même monde. Je ne sais pas si vous avez fait ça, si vous êtes en reconversion. Mais travailler avec un particulier, c'est chaud, je pense. C'est-à-dire, on essaie, enfin pour moi, la définition de l'agent immobilier, je ne sais pas si Géry t'en pense, mais l'agent immobilier, c'est celui qui reste droit, malgré la réputation qu'on peut avoir, alors qu'il est dans un environnement qui est assez imprécis, en fait. Je ne sais pas si vous avez un peu. De temps en temps, on nous dit ma maison fait 120 mètres carrés, alors on voit très bien que la dimension ne correspond pas. Donc il y a des déclarations, des extensions qui ont été faites sans déclaration, etc., etc. Donc effectivement, c'est un environnement où les décisions sont incohérentes. Ça a été difficile, pourtant j'ai bien démarré, j'ai fait pas mal de chiffres. Tout de suite, j'ai retrouvé cette intensité. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'avoir une forme d'intensité. J'ai retrouvé cette intensité que j'avais par ailleurs. Parce que ça veut dire que du matin au soir, mon agenda était à fond et que ça me plaisait beaucoup. Et donc j'ai adoré ça. Et puis après, des hauts, des bas, l'ascenseur émotionnel, effectivement, gérer le particulier, c'est compliqué. J'ai connu la crise des subprimes. Donc là, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous l'a connu. Ouais. Dans l'immobilier. Ouais. Donc ça, c'était très rigolo. Parce que, parce que les banques ne se prêtaient plus d'argent entre elles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui l'ont connu. Donc ça s'est arrêté net. Et donc il a fallu créer en fait un organisme qui garantissait les prêts entre banques. Donc c'était pas mal, mais pendant plusieurs mois il s'est rien passé. Donc on ne pouvait vendre qu'à des gens qui avaient l'argent sur leur compte. Donc il faut imaginer la situation. C'est une crise qui a été assez violente et on n'arrivait pas à avancer. Pourtant c'est une crise sur laquelle nous on n'était pas concernés. C'est juste venu au cas où on s'est dit on crée une crise. Comme quoi le niveau de confiance ça fait peur quand même. Bref, en tout cas le marché français était sain quand même. Ensuite, Keller Williams est arrivé et on a décidé de créer Keller Williams, donc à Montpellier. Voilà, une folle aventure.
une folle aventure, une magnifique aventure. Et puis voilà, maintenant j'ai une méga team que j'ai créée en 2022. Voilà, et puis j'ai effectivement un big wave parce que je fais pas mal de voiles et ça va me mener loin. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a un lien entre les principes d'avoir son bateau et de faire attention à tout et d'anticiper. Il y a vraiment un lien en fait dans le comportement. Et voilà, et je rejoins ma famille et je suis très heureux avec ma famille et mon OPI qui est présent dans la salle. Jerry. Merci Edouard. Ouais, on a des parcours différents, mais en même temps pas mal de points de similitude. Je vais pas me mettre là, parce qu'en fait à chaque fois je vais être... vous m'excusez, je vais me mettre ici. Pourquoi une télé? Parce qu'en fait le début de carrière, tout simplement dans les médias et médias télévisuels. Alors c'est drôle parce que j'ai connu la crise. Puis j'ai changé de secteur et cette note de musique pour la musique. Je suis devenu directeur commercial dans des éditions d'une grande major. Et comme vous le savez, il y a eu la crise. Et puis, en réalité, en parallèle, je faisais de l'immobilier pour moi depuis l'âge de mes 20 ans. Donc j'ai toujours eu cette fibre-là. Et assez naturellement, j'ai décidé d'aller vers l'immobilier. Au tout début, j'ai commencé à l'île de la Réunion, entre Paris et la Réunion. Et puis au bout d'un an, j'ai eu besoin de formation, d'encadrement, de retour d'expérience. Et assez naturellement, je suis allé rejoindre les équipes de Nathalie Nakache chez Fortissimo. Voilà. Et c'est la crise, quand je suis arrivé. Donc, je vous dirai pas où je vais ailleurs, dans pas longtemps. Non, je suis très bien où je suis. Tout ça pour vous dire qu'en fait, contrairement peut-être à Edouard, qui en fait n'a pas connu la crise de l'immobilier et en fait s'adapte aujourd'hui, moi en fait j'ai commencé avec la crise. Donc en fait le marché qu'on connaît aujourd'hui et celui tout ce qu'on peut identifier, en fait pour moi c'est normal. Voilà. Donc juste un petit sommaire, voilà, on va juste voir ensemble, se rappeler ce que c'est que la crise, d'où il vient, et donc de ce contexte multifactoriel. Et en grande première aujourd'hui, tenez-vous bien, avec Edouard, on a beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qui nous avait permis en fait de réussir l'année dernière, 2023, alors, une année terrible. Eh ben on a une potion magique pour vous. Aujourd'hui, on a quelques ingrédients magiques et on va vous la révéler. Vas-y, je te laisse continuer. Oui. Bon, juste, non, mais rapidement, en gros, c'est quoi la crise? Il y a des mots importants qu'il faut retenir. Changement important, conjonction de facteurs, du manque, de la pénurie. Alors là, on parlait en plus de crise de logement et crise de l'épargne. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant à prendre à l'inverse, c'est que, par exemple, la crise en chinois, ces deux termes se définissent en danger et opportunité. Donc ne pas oublier que la crise peut également être aussi synonyme d'opportunité. Alors c'est aussi une stratégie. C'est une stratégie avec une action, donc des actions qui sont coordonnées. Il faut commencer peut-être à réfléchir sur sa façon de faire. Et en fait, on manœuvre effectivement dans le but dans un but précis. Un but précis qui est celui de continuer à vendre dans un moment de crise. Alors, pour autant, il y a aussi un mot qui nous paraissait important, c'est expert. Alors, Jerry, est-ce qu'on peut dire que sommes-nous des experts? Je pense que tout le monde dans la salle est expert, parce qu'il y a au moins 90% d'agents. Mais bon, il y a ce mot, donc on s'est arrêté un peu là-dessus. Et Jerry, qu'est-ce que tu peux en dire? Je pense que l'expertise vient avec la pratique, évidemment, bien sûr. Non, on s'était dit qu'on allait parler quelques chiffres. C'est ça. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé chez Fortissimo et donc au sein du réseau Keller Williams en 2021. Donc, première année, quelques ventes, ça a commencé. L'année d'après, Capper. Et cette année, je débute cette troisième année avec en janvier le premier chiffre national avec 108 000. Voilà. Donc c'est une progression et pourtant en pleine crise où on n'arrête pas de nous dire on n'y arrivera pas. Et toi, Edouard? Donc c'est une belle tendance, 108 000 euros en un mois, c'est pas mal. Je sais pas si ça vous parle un peu. Donc on a vraiment un expert. Moi, c'est marrant parce que faire un breakout, ça m'a obligé à réfléchir sur mes chiffres. Et c'est bizarre parce que je suis sans doute un des agents les plus anciens de Keller Williams, en fait. Parce que ma première année pleine, elle est de 2019.
Donc j'ai une année, j'ai à peu près des chiffres sur 5 ans. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le cas un peu pour tout le monde ici. Mais 5 ans, ça commence à faire pas mal chez Keller Williams. Et je me rends compte que je suis à peu près, je suis un peu au-dessus de 200 000 euros encaissés chaque année sur 5 ans. Voilà. Donc bon, on arrive à... Capeur un jour, capeur toujours. Capeur un jour, capeur toujours, effectivement on peut dire ça. C'est pas mal, j'ai fait des pointes à 370 000 euros voilà. Donc, sur une année. C'est-à-dire que j'étais très proche de la famille Kirkor. Je le dis parce que j'en suis fier. Ils étaient un peu nerveux d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc il y a des hauts et des bas, c'est en fonction de l'organisation que vous avez. Si je l'ai fait, c'est que j'étais pas tout seul, c'est que j'étais structuré. Aujourd'hui, je pense qu'un agent immobilier qui, à peu près, qui travaille bien, qui maîtrise son secteur et qui est donc un expert, c'est quelqu'un de Jerry qui doit taper, qui doit faire à peu près 200-250 000 euros si vraiment il travaille bien. Rendez-vous voilà. L'année prochaine. Voilà. Donc voilà le challenge que vous avez tous, n'est-ce pas? Alors, c'est quand même un contexte multifactoriel. Alors c'est vrai que ce matin, on ne va pas faire de la théorie économique parce que c'est un peu compliqué et puis il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Mais n'empêche qu'on pense qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on dit devant les gens lorsqu'on prend un mandat, même par rapport aux clients en fait. Hein. On parle de plus en plus, alors que l'année dernière, on n'en parlait pas du tout. Moi, je ne perdais pas de temps avec ça. Mais maintenant, les gens sont inquiets. Et ils ont besoin de savoir si vous, en tant qu'agent immobilier, vous êtes capable de maîtriser votre environnement, qui n'est pas qu'immobilier, mais qui peut être économique, juridique, politique. Donc il faut faire un peu de blabla par rapport à ça, mais il faut quand même connaître 2-3 trucs. Alors c'est vrai qu'on en parle. Ce qui est le point numéro 1, c'est quand même le changement de DPE, ce qui est quand même un changement qui est assez brutal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Changement de DPE, on brutalise, c'est-à-dire à partir de juillet 2021, on change le DPE, on change le calcul, et on commence à taper sur les vendeurs. C'est la première fois que le vendeur qui était sacro-saint, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de tout, du prix. Tout d'un coup, boum, on le reprend en disant c'est terminé la récréation, on vous brutalise et on balance du F. Facile. Du E facile, ce qu'on ne voyait jamais. Et tout d'un coup, gros problème. Enfin, brut. Moi, je parle de. On arrête la machine commence à se tamper à ce moment-là. C'est un premier warning pour moi. Comment on va pouvoir justifier quelque chose en F, un appartement, un bien à vendre en F? C'est extrêmement compliqué. Et là, c'est juillet 2021. Premier warning. Bon, bref, on peut avancer là-dessus, mais c'est vrai que c'est un premier moment de brutalisation, enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on commence à rentrer sur les vendeurs, on leur rentre dedans directement. Là, après, le taux immobilier qui n'ont jamais augmenté aussi vite. Alors, c'est vrai que c'est très important, c'est très rapide. Et c'est marrant parce qu'on peut corréler ça, en tout cas si on voit un peu les choses. Nous, on est sensible chez Keller Williams à Montpellier parce qu'on a une association SOS Ukraine, on est point de collecte SOS Ukraine à Montpellier. Et ça a commencé en mars 2022. C'est quoi? C'est l'Ukraine. Et c'est à ce moment-là, en fait, le début de la crise. Il y avait déjà un warning sur les DPE, mais le début de la crise, c'est ça. C'est qu'on commence à avoir une guerre en Europe, ça inquiète le marché, les taux montent, et les banques commencent à avoir peur. Est-ce que je vais prêter? Ça devient compliqué. Voilà. Donc on arrive aussi sur un durcissement des conditions d'accès au crédit, alors qu'avant le crédit était quasiment libre. Pas besoin d'apport, l'argent coûtait pas cher. C'était assez simple, on se souciait assez peu en fait du financement d'un client. On savait qu'on allait l'obtenir, je pars ça avec Laurent, mais c'était quand même un peu plus simple. On pouvait se permettre d'avoir des dossiers avec des emprunts qui étaient très importants. Et effectivement, ça passait quand même. Là, maintenant, la donne a vraiment changé. Donc, on sent que le monsieur, le client qu'on a en face de nous, si vraiment il a un bon financement, c'est un client donc, qui est de qualité parce que le durcissement au crédit devient complexe. Du coup, il y a une perte de confiance qui s'applique sur le marché immobilier. Alors ça, c'est par rapport à notre environnement à nous, agents immobiliers. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de confrères qui quittent le marché, qui se disent ça devient compliqué, j'arrête, qui n'avaient jamais connu la crise et qui là sont en plein dedans, le chiffre d'affaires se casse la figure. Donc là, il y a pas mal de gens qui quittent ce métier, il y a pas mal d'agences qui commencent à fermer. Je ne sais pas si vous c'est le cas, mais de temps en temps, il suffit de se balader dans les rues des villes et puis vous voyez qu'une agence immobilière qui était là depuis un moment a fermé. C'est quand même bizarre, c'était pas la tendance. Normalement, on en ouvrait partout. Donc il y a un changement, effectivement, le monde de l'immobilier se rétrécit. Et c'est sans doute lié à cette crise de confiance. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qu'on a pu remarquer jusqu'à maintenant. Et on a retenu une citation de Warren Buffett
Dans ce contexte, c'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignent tout nus. Voilà. J'espère que ça vous parle. Tout nu. Vous l'avez compris, en fait, on a un changement de réglementation, on a un changement de vision, on a un changement de mentalité. Donc on est obligé de s'adapter. Et donc quand Édouard et moi on a été interrogés là-dessus en disant bon Édouard, Géry, vous avez fait une année 2023 qui sort un peu du lot par rapport à la tendance, est-ce que vous savez pourquoi, est-ce que vous seriez capable de venir ici à d'autres agents dire qu'est-ce que nous on a pu mettre en place l'année dernière pour performer. On s'est quand même posé, c'était pas évident, Ouais. mais il en ressort quelques ingrédients d'une potion magique qu'on va vous présenter. Ah waouh, Elle est belle, quoi. Elle est magnifique. Est-ce que vous aimez la cuisine? Alors je te laisse. Évidemment, on commence par le mindset. Le mindset. Alors avec une marmite, je suis vachement aidé. Mais c'est les ingrédients. C'est des ingrédients. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le mindset, moi en fait, quand je vois mes agents, enfin, on avait pensé faire un sketch sur la crise tous les deux. Mais souvent, vous avez des gens, des clients qui vous disent mais comment ça va l'immobilier aujourd'hui, quoi. Vous n'avez pas cette question? Mais les gens sont affolés pour vous. Ils vous tapent sur l'épaule en disant mais comment vous faites pour tenir debout, quoi. Donc déjà, il faut leur retourner la question. Alors en disant c'est bon, moi je suis celui qui a le moral. Bah ouais. Je suis celui qui a le moral. Pourquoi? Parce qu'en fait... Parce qu'en fait, la crise, c'est aussi une opportunité. Parce que la crise est toujours une opportunité. Mais je suis alors, celui qui a le moral. Alors pourquoi? Alors ça, c'est vraiment une remarque en ayant une comparaison entre une agence classique et Keller Williams. J'avoue que c'est un point qui est intéressant pour Keller Williams parce que dans un market center, il se passe toujours quelque chose. Alors, vous avez des gens qui ont vendu, il y a une énergie, il y a des mandats qui sont rentrés, il se passe toujours quelque chose. Moi, je pense que pour un agent, par rapport à quelqu'un qui est seul ou dans une petite agence, c'est assez sympa parce que ça permet d'avoir une énergie. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais moi, ça m'a énormément aidé en 2023 et je pense que ça va énormément m'aider en 2024, le fait de travailler ensemble comme ça. Cette énergie me permet de me protéger. C'est un écosystème, ça permet de me protéger de ce qui se passe sur le marché. Ce qui fait que quand je vais voir un vendeur, je lui dis, moi, j'ai le moral. Ça va. Nous, on fait des chiffres et je suis assez content. Et donc, je pense que chez Keller Williams, enfin, dans le modèle de Keller Williams, il peut y en avoir d'autres, mais dans celui-ci, en tout cas, ça permet de nous protéger. Je pense que je suis au bon endroit pour être en mesure de produire en 2024. C'est ça la question que je me pose. Néanmoins, on a vu avec Jean Trollet tout à l'heure, la décision pour vendre un bien est extrêmement longue. Ça s'est rallongé. Maintenant, vous avez des facteurs qui sont complètement incohérents, qui arrivent dans la décision. J'ai ma tante qui vient, je vais faire venir 3 artisans. Enfin bref, il y a beaucoup d'idées qui interviennent, donc il faut être tenace. De temps en temps, il faut accepter de négocier. Je pense que j'ai négocié beaucoup plus que mon chiffre d'affaires de 2023, mais il faut vraiment rien lâcher. Donc effectivement, avoir un état d'esprit en fait, qui ne nous change pas, qui ne nous éloigne pas de notre prise de notre travail. Voilà. Donc premier ingrédient, un bon état d'esprit. Deuxième ingrédient, qui s'est encore plus vérifié l'année dernière, c'est un discours de vérité. Alors un discours de vérité, c'est à tous les niveaux, au moment de la prise de mandat, au moment de la visite, au moment de la négociation, c'est à tous les niveaux. Et ça, je vais juste vous donner un petit exemple. Monsieur Poulain veut me mettre en vente un appartement, très bel appartement dans le 18e. Très belle rénovation, c'est vrai. Il en veut 900 000 euros. Je suis désolé, même si on adore le 18e et que c'est un très bel appartement, c'était complètement surévalué. Je n'ai pas voulu. Donc je n'ai pas accepté le mandat. J'ai pris ce risque-là, je lui ai tenu un discours de vérité, je lui ai donné son estimation au réel du marché. J'ai pris le risque de ne pas avoir le mandat, et ça a été le cas. Je n'ai pas eu le mandat. Il est allé voir d'autres agents, d'autres agences qui ont été plus cool, on va dire, plus optimistes. Et 3 mois et demi à peu près, il me recontacte en disant « Bon, vous aviez totalement raison. Vous avez été le seul à me faire une estimation réelle du marché. Et aujourd'hui, je récupère le mandat. » Voilà. Tout simplement, en fait.
être vrai. Pas chercher à absolument arrondir les angles parce qu'on aimerait tellement, parce qu'un mandat, on se bat pour en avoir tous les jours. On aimerait évidemment ne pas en rater un. Mais voilà, juste ce petit exemple pour, vous le savez, ça ne peut être que dans un cercle vertueux et en général, ça revient. Et puis alors, j'ai un petit exemple. Je ne sais pas si c'est vraiment lisible. Mais voilà, gestion, c'est un appartement, Monsieur Minella, rue Saint-Denis, qu'on a. Alors rue Saint-Denis, dans le haut de la rue Saint-Denis, avec des travailleuses du sexe dans l'immeuble, un immeuble qui part en lambeaux. C'est-à-dire, il n'y a à peu près rien de bien dans cette. Je vous raconte pas les visites, les découvertes clients. Malgré tout, il y a des visites et on en arrive quand quelqu'un est intéressé suite à la visite à envoyer un email de ce type. D'informations complémentaires. Et vraiment, vous voyez, cette partie-là, c'est en toute transparence et en toute vérité dire « Ok, vous allez l'acheter, vous allez vous positionner, mais voilà où vous mettez les pieds. » J'ai mâché au client la totalité des PV d'AG, je lui ai fait les calculs à sa place, et de manière à ce que si j'ai une offre, il n'y ait plus aucune remise en question derrière. Vous voyez, ça fait partie du discours de vérité. Ah. J'ai eu une offre, elle n'a pas tenu. On continue. Non, mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que tu as mis énormément de fichiers joints. Donc ça veut dire que tu envoies un dossier totalement, enfin très très complet. Voilà. Et c'est important, ça vraiment, d'envoyer un acquéreur. Il a toutes les informations. S'il veut se positionner, il le fait, il est en capacité de le faire. Alors c'est intéressant, c'est la dernière ligne que je vois, c'est je me permets de joindre directement l'offre. Donc en plus de l'information. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'automatiquement, à toute fin utile, je me permets de vous faire parvenir notre formulaire de proposition d'offre d'achat, bien évidemment. Voilà. Donc là, on perd pas de temps. C'est le but ultime, suite à un email comme ça, c'est d'obtenir son offre. Troisième ingrédient, sortir de sa zone de confort. Alors on va sur un ingrédient, donc ça c'est monsieur et madame Fargette. Oui. Donc voilà, donc c'est une maison à Montpellier, dans un quartier résidentiel. Alors on voit que c'est une maison des années 70. En tout cas, je vous fais. Alors c'est une maison vraiment de maçon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bout de bois dans la maison. Par contre, aujourd'hui, donc on est sur un DPE en F et F, c'est-à-dire vous avez le mix fuel, simple vitrage, pas d'isolation sur les murs, voilà tout ce qu'il faut. Donc c'est une maison de très bonne construction. Tout est très joli à l'intérieur. Enfin, il faut tout rénover et remettre au goût du jour. Mais en fait, une maison qui a quand même une vraie valeur. Donc on la met à la vente 695 000 €, en faisant attention quand même au prix dans mon estimation. Et au bout de j'ai même fait une visite libre sur cette maison où j'ai eu beaucoup de gens, beaucoup de visites. Donc un vrai travail. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que le point d'isolation devient déterminant dans la vente de cette maison. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez un bilan énergétique supplémentaire à faire par rapport à cette lettre-là. Et je vous conseille de le faire tout de suite. Ça coûte 1 1200 €. Mais il faut le faire il faut avoir cette information tout de suite parce que en fait, quand il y a un bilan énergétique, ils refont le DPE. Imaginez que la lettre change et que vous avez fait une négociation sur une fausse lettre. C'est opposable, vous êtes en tort. C'est votre responsabilité qui est en jeu. Il faut faire attention à ça. Donc vraiment, il faut le faire tout de suite. De toute façon, c'est la loi. Donc, au bout d'un moment, à force de faire des visites avec des gens qui étaient plus ou moins intéressés, en fait, le niveau des travaux commençait à devenir exponentiel, énorme. Donc, c'est intéressant parce qu'on a fini. Alors moi, qui suis I, c'est-à-dire j'aime pas les chiffres, ça me gonfle. J'aime pas les chiffres. Mais j'avoue que ce qui m'énervait, c'est que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à vendre cette maison. Donc, à force d'avoir de l'expérience, parce que j'ai quand même pas mal d'artisans qui travaillent avec moi. Je les fais travailler. Je leur demande rien, mais ils travaillent bien. Donc j'ai commencé à travailler sur l'isolation de la maison avec un client qui commençait à être intéressé. Donc on a fait ce tableur à 2 et on a commencé à parler donc de étanchéité. On a commencé à parler des fenêtres, simple vitrage, 30 fenêtres à changer, c'est quand même pas mal, un chantier assez intéressant. Reprise d'électricité, on a commencé à parler d'isolation des façades, on a refait tout le point isolation, on se rend compte qu'effectivement le point d'isolation c'est 186 000 € pour réisoler 190 mètres carrés. Et quand vous faites ce genre vous amenez ce genre d'informations à un propriétaire, il faut que vous soyez
irréprochable. On ne peut pas dire le contraire. Alors on peut se tromper sur le prix du mètre carré, éventuellement, mais ça ne va pas jouer à grand-chose. Il se trouve que le rapport en fait, de bilan énergétique était à 150 000 euros. Donc on est exactement dans la même tendance. Donc monsieur le vendeur, vous êtes coincé. Et ça, il faudrait peut-être même le savoir au moment de l'estimation. Parce que moi j'étais un peu gêné, parce que j'avais fait une estimation supérieure. Donc j'avais vu qu'il y avait des travaux, mais je n'avais pas compris que c'était des travaux aussi importants. Et après, il y a les travaux d'embellissement classique, de modernisation, ce qui fait qu'on se retrouve à un total de 373 000 euros de travaux. Donc on peut exagérer un petit peu, mais il n'empêche que les 300, ils y sont bien. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va, on va faire un calcul en fait tout à fait simple, où on se retrouve avec un coût d'achat envisageable de 446 000 euros, alors que je suis à 695. Est-ce que vous faites en quelque sorte participer le propriétaire à la moitié des travaux de l'acquéreur en faisant baisser autant? Ouais. Parce que finalement, c'est quoi la logique? Que le propriétaire doit financer les travaux de son acquéreur? En fait, le propriétaire, il est tenu tout le temps au courant. En fait, je tape régulièrement sur le propriétaire. Enfin, c'est une façon un peu grossière d'exprimer les choses, mais il faut que tout le monde fasse son chemin. Et donc le propriétaire sait que je fais des visites. Il a des scoring visites. J'ai fait une visite libre sur laquelle j'ai eu une dizaine de visites avec des gens ciblés. J'ai fait mon boulot. Je suis régulièrement remercié par le travail que je fais. Donc on a quand même un climat de confiance. Et j'ai eu plusieurs offres d'ailleurs qui ont tout de suite décroché. Quand on commence à passer à 200 000 euros, les gens décrochent. Ça va être 200, ça va être 300, je ne peux pas y aller. Donc effectivement, il faut définir le client, il faut définir le bon client, et on se dit on peut travailler en confiance. Le propriétaire finit par comprendre qu'on est dans une impasse. On a failli même détruire la maison. On a failli même diviser les terrains pour savoir si le terrain, en fait, le foncier, n'était pas plus intéressant. Donc il a fallu lui montrer qu'on ne pouvait pas. Voilà. Donc oui, il faut aller jusqu'au bout des choses pour me dire, monsieur le client, j'ai une offre à 500 000 euros, et c'est bon. Et ça a été accepté avec grand plaisir. Donc ça, c'est un discours que vous pouvez avoir sur des biens à rénover. Un deuxième élément, un dernier élément, effectivement, on sort de sa zone de confort. Moi, j'ai osé travailler en fait sur les bases de données de mes clients. Utiliser les bases de données de vos clients. Voilà. Donc je l'ai fait avec une expérience qui s'est bien passée. J'ai eu ce type de courrier, on a travaillé, je fais un système de référol. J'ai des retours tous les mois depuis qu'on a envoyé ce document. Une base de données de 5500 clients, brassée, actualisée. D'accord ? Donc on a mis ce document en place, il l'a envoyé, il reçoit les retours et il déclare mon nom. Voilà. Donc tous les mois, j'ai un retour de référol là-dessus. Donc quand vous avez des gens qui vous font confiance, vous savez qu'ils ont une entreprise et qu'ils ont une base de données, osez travailler sur cette base de données. Et vous aurez des retours. Thierry. Tu l'as, c'est bon. Nouvel ingrédient, service plus. Alors, je pense que tout le monde le sait, notre travail, en fait, c'est du service. On rend du service à nos clients. Et donc, juste, on voulait insister là-dessus parce que, voilà, encore un exemple. On prend un mandat, donc votre vendeur est plein d'espoir. Ça commence déjà par lui mâcher le travail et lui donner un vrai rendu service dès le début. Et donc ce type d'email avec récap, avec tous les liens sur tous les sites, sur ce qui va récapituler, ce qui va être aussi quelque chose qui va garder, le vendeur, ça sera référent, et de remettre exactement comment vous allez travailler, qu'est-ce que vous mettez en place, à quelle régularité vous allez revenir vers eux, et s'y tenir, bien évidemment. Voilà, ce type d'email, c'est vraiment rendre du service et inclure les vendeurs. Et juste pour rappel, donc important de savoir ce que veulent nos clients. Ils veulent d'autant plus en temps de crise où les exigences sont accrues, de notre part, eh ben plus rien. Ça y est. De la proximité. Disponibilité, évidemment une expertise, fiabilité, faire toujours ce qu'on dit. Trouver des solutions, ça va aussi avec... voilà, parfois, il faut savoir être inventif. Si on n'y arrive pas d'un côté, on va trouver une autre solution. Être à l'écoute et faire des rapprochements. Alors, je vous donne juste une petite anecdote là-dessus.
J'ai eu sur des mandats pas mal de leads, on reçoit des leads, on discute avec les futurs acquéreurs et on se rend compte qu'en fait l'appartement pour lequel ils ont appelé, ça va pas leur correspondre. Qu'est-ce qu'on fait? On raccroche, on reste comme ça? Non, surtout pas, et on essaye de trouver toujours une solution et on va proposer, en faisant des rapprochements, des biens auxquels ils n'avaient même pas réfléchi, qu'on va chercher grâce à notre base de mandats partagés, c'est une mine d'or, et ça nous permet en fait de capter le lead acquéreur et de ne pas le laisser partir sans rien. Et sincèrement, moi, en 2023, grâce à cette façon, j'ai répété à chaque fois, dès que j'avais un acquéreur, je ne le laissais jamais repartir sans au minimum une autre proposition. J'ai eu au moins 3 ventes grâce à ça. Voilà. Un grand ingrédient, alors, la force de proposition. Force de proposition. Alors, sur l'exemple qui va suivre, j'étais vraiment dans une impasse. Donc, c'est un bien qui a été surestimé. C'est l'appartement que vous voyez au dernier étage ici, il fait 100 mètres carrés dans un quartier assez résidentiel à Montpellier. Et il y a une surestimation, on est à 560 000 € et il ne se passe rien. On était vraiment très au-dessus du marché. Et en fait, le marché était déjà en train de décliner, mais sauf que ça n'avait pas été vu par certains agents immobiliers. Donc on est en train de piéger un propriétaire qui, au bout de quelques temps, commence à se poser des questions. Pourquoi il ne se passe rien sur mon appartement? À ce moment-là, je rentre en jeu à 498 000 €. Il ne se passe pas grand-chose de plus parce que le marché a continué à descendre. Et là, au secours, parce qu'il faut vraiment vendre l'appartement. Donc dans ces cas-là, j'essaie de trouver une solution. Donc c'est une force de proposition, on en a parlé avec Jerry. Apparemment, vous le faites pas mal chez Fortissimo. On l'a mis en place également, Imofit. Ouais. Et donc, en fait, j'ai travaillé avec Imofit au mois d'avril. Et j'ai donc eu mon propriétaire en disant, écoutez, je ne vais pas vous proposer de descendre encore une fois votre prix parce que finalement, je suis plus audible. Je ne suis pas différenciant par rapport aux autres. Mais ce que j'ai proposé à mon propriétaire, je lui ai dit, écoutez, je refais une estimation à aujourd'hui. 450 000 €. Et ce que je vous propose, c'est de choquer le marché par le bas. Par le bas. C'est-à-dire de faire ce qu'on appelle une vente interactive. Ne dites pas une vente aux enchères parce que c'est un peu péjoratif. Mais une vente interactive. Déjà, il y a force de proposition. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir un produit mort. Parce que sur Castorus, ça s'appelle comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Produit mort, c'est quand même pas très valorisant pour un bien. Donc quand vous êtes propriétaire, il y a un peu de stress. Donc on est en train de le sortir en disant, ça y est, je le mets à 390 000 €. Il était parti à 560. Ça, c'était au mois d'avril. Hein. Alors évidemment, c'est très très bas. Le propriétaire me dit, déjà, vous avez un discours qui est différent parce qu'il y a une intention, il y a une proposition, il y a une force de proposition. Ça me plaît, je vous suis. Il y a une stratégie, ouais. Il y a surtout un prix de réserve. C'est un prix de réserve. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation. Hein. Mais on joue le jeu et il n'y a pas d'obligation. Mais il me donne son accord quand même. Voilà. Et donc on se donne un objectif. Moi j'avais fait une estimation à 450. Donc on se dit, on va essayer de monter à 450. Donc effectivement, Imofit, c'est très intéressant. C'est un partenaire Keller Williams. Donc j'ai travaillé avec Guillaume Galland qui est très bien, qui m'a vraiment expliqué le système. Et j'y suis allé. C'est très intéressant lorsque vous avez des biens qui sont morts ou qui vont vers cette direction, de les récupérer, de les mettre en mandat exclusif. Donc vous virez tout le monde. Vous êtes le seul, vous avez les manettes et les gens vous font confiance. Lorsque j'ai fait une offre à 420 000 € sans financement, on y est allé tout de suite. Voilà. Donc Imofit, vous allez jusqu'à la plateforme d'interactivité, c'est-à-dire les gens peuvent faire des enchères par palier, c'est possible. Mais dans ce cas-là, j'ai même pas eu besoin parce que le marché s'est réveillé et j'ai eu 3 personnes qui se sont battues et à 420 paiement comptant, on a arrêté. Donc je ne suis pas arrivé jusque-là, mais n'empêche que ça m'a révélé bien. En 15 jours, je l'ai vendu. Ça faisait plusieurs mois qu'il était en train de s'éteindre sur le marché. Vous voyez ? Alors c'est dommage parce qu'on l'aurait mis à 498, on aurait pu le vendre peut-être même plus que de 450. Donc là, effectivement, l'anticipation et sur ce qui se passe sur le marché est très importante. Donc stratégie innovante, Imofit, vous pouvez y aller, c'est des gens qui sont disponibles. En tout cas, moi, ils m'ont vraiment aidé. Donc ça, c'est des solutions. Bon, il y a 25 000 € d'honoraires, hein. Mais ça me permet, c'est très important. Voilà, et puis surtout, l'impact pour le vendeur, on passe pour des agents qui ne lâchent rien, qui proposent, qui sont force de proposition, on n'a pas fait une vente classique, mais on a d'autres solutions. Donc encore une fois, ça fait la différence en fait face à d'autres. Voilà.
Donc là, c'est un cas réel. Ce sont des années, c'est ce qui s'est passé cette année. Hein, voilà. Alors, le dernier ingrédient, désolé, c'est l'organisation, je sais. Alors, on peut appeler ça aussi le retour au basique. Voilà. En fait, on s'est vraiment posé, encore une fois, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire de plus que d'autres? Mais c'est tout bête, mais n'oubliez pas qu'on a des markets. Venez aux markets, la présence dans les markets. L'organisation, donc le planning, on n'a que 24 heures. Savoir s'organiser, savoir se prioriser. On n'est pas des octopus. Ça, c'est très important parce que pourquoi le market? C'est que tout simplement, vous allez rencontrer tous les autres agents, vous allez échanger vos difficultés, vos réussites. Vous allez parfois même avoir... enfin, moi, j'en ai eu plein de fois. J'aurais jamais été au courant de certaines opportunités ou certains nouveaux mandats que j'aurais pu proposer à d'autres clients si j'étais pas allé au market et que j'avais pas discuté avec mes camarades. Et puis bon je vous promets, on nous a pas demandé de le dire, hein, mais c'est vrai, saisir ses clients, être régulier, avoir de la régularité, et tout ça en fait dans un but, hein, c'est de gagner du temps pour soi et pour le dégager, pour être aussi sur le terrain, être efficace. Voilà. Alors, oui, c'est vrai. Une dernière remarque, effectivement, parce que je me suis baladé dans le market à Montpellier. Et j'ai demandé à quelques agents confirmés, donc experts, en tout cas ils sont capeurs. Donc il y a Maud Johara qui est présente et qui me dit Maud, elle cherche à obtenir la confiance de ses clients. Voilà. Elle recentre vraiment le débat sur la confiance de ses clients et de façon à observer un service plus. Donc ce service, ça va pour des gens qui achètent un appartement, qui se positionnent, qui commencent à réfléchir, qui ont peur. La négativité commence à prendre le cerveau. C'est des gens qui veulent s'installer en France, enfin à Montpellier, qui habitent Tanger. J'ai peur. C'est des gens qui appellent Maud. Ils se rétractent et Maud leur dit pourquoi? Faites-moi confiance, on va y arriver. Qu'est-ce qui vous pose comme problème? Eh bien, je veux casser des cloisons, je veux réaménager, je veux faire des travaux, je suis loin, je ne vais pas y arriver. Maud prend tout en main. Elle fait faire les travaux, elle envoie les devis d'abord. Elle fait faire les travaux, c'est validé. Elle surveille les travaux. Résultat, l'appartement est vendu, ça fait 17 000 € d'honoraires et les gens sont ravis. Et ils n'oublieront jamais le service rendu. Donc ça, c'est des gens qui sont extrêmement fidélisés. Alban, c'est quelqu'un qui est l'agent de la famille, on pourrait dire la chose. Enfin, je pense que pour nous tous, on peut en parler. Il y a des agents sur lesquels les relations sont... Enfin, il y a des clients, agents, ces relations peuvent être longues. Donc proximité. Exactement. Donc proximité, donc service plus, donc proximité. Alban, c'est ça. Il y a un médecin, il y a un notaire, il y a des gens comme ça. Il y a aussi un agent immobilier qui travaille avec la famille, avec les cousins, avec tout le monde. Il est recommandé dans la famille. C'est une relation intéressante. Donc lui, il fait ça, il tient vraiment à servir ses clients, il les invite, on a vu ce matin avec le magazine, et lui, en fait, il a des partenaires, ça peut être des partenaires voitures, donc une jolie maison, il vient avec une voiture un peu jolie qu'on lui prête, parce que voilà, tout est cohérent, ça lui fait plaisir, les gens sont baladés dans une jolie voiture, et ça apporte une fidélité. Il y a des galeries d'art sur lesquelles il fait des événements, donc il invite ses clients. Donc tout ça, c'est une façon de travailler. Il a mis 2 ans pour décoller, 1 an et demi. Enfin, il travaillait, mais maintenant il décolle. Ça ne s'arrête plus. Voilà. Donc en fait, il va chercher de nouveaux partenaires. Voilà. Donc il attaque. Fanny Grimalda, qui est quelqu'un qui a énormément d'énergie sur le market. Donc effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est les basiques, mais venir au market. Ça, c'est très important. C'est les basiques. Donc Fanny puise son énergie en fait sur le market. Et Frédéric Sens, en fait, qui dit, en fait, à nous tous, est-ce qu'on n'est pas devenus en fait des gestionnaires de projets? C'est un peu plus long qu'effectivement montrer une chambre à droite ou une chambre à gauche. Ça devient un peu plus complet. Et je pense qu'effectivement, ce métier, ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas si c'est d'accord, Jerry, mais c'est qu'en fait, notre métier est vraiment mis au centre de cette industrie de l'immobilier, la transaction immobilière. Et effectivement, on devient des gestionnaires de projets avec énormément de regroupement de compétences. Voilà. Ce qui est valorisant pour nous, d'ailleurs. Voilà. Et donc, en résumé, voilà les ingrédients de notre réussite de l'année dernière, en tout cas que nous avons pu identifier. Et on vous souhaite d'établir la même recette pour performer en 2024. Un bon mindset, toujours avoir un discours de vérité, savoir sortir de sa zone de confort, trouver des solutions. Le service, toujours le service. Comprendre ses clients, être là pour eux. Encore une fois, à force de proposition, on est des gestionnaires de projets aujourd'hui. C'est plus juste une simple transaction. Et puis, évidemment, savoir s'organiser. Les retours aux basiques. Voilà.
Merci beaucoup.